Merci, merci les amis, merci beaucoup d'être venus et merci à Emmanuel Wisniewski et à Projective Group de nous aider à organiser cette journée et à monter cette conférence. Un des sujets essentiels, effectivement, des attentes des pouvoirs publics européens, c'est cette question de la souveraineté et de la défragmentation, sur lesquelles je crois qu'en Europe, on n'est pas tous alignés. Je rappelle que en 2002, la Commission européenne a été très pushing pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui s'appelle le SEPA, le Single Euro Payment Area, et il est vrai qu'on a beaucoup progressé depuis. On a dû surtout beaucoup progresser parce que la Commission européenne, à un moment donné, a fixé ce qu'on appelle une end date. Ça existe, et donc il y a d'autres domaines peut-être où à un moment donné il faudra intervenir pour dire bon ben les jeux sont faits, rien ne va plus, on y va, voilà. Et aujourd'hui donc on souhaite effectivement voir effectivement comment on peut régler cette mécanique, et je passe la parole à Emmanuel qui va avec moi orchestrer cette table ronde. Je la remercie beaucoup du travail qu'elle a fait. Je peux vous assurer qu'elle a fait un travail considérable pour que mettre au diapason, parce que vous allez voir, nos amis ont tous des points de vue forts, et c'est ça qui compte, c'est que vous ayez, vous, écho de la réalité des débats au niveau européen, et que vous puissiez en maîtriser les enjeux et les risques. Merci beaucoup à tous d'être présents. Emmanuel, à toi. Merci Hervé. On va commencer peut-être par introduire nos intervenants. Donc, à ma gauche, Thomas Egner, qui est secrétaire général de l'association bancaire, l'association bancaire pour l'euro, pardon. Peut-être Thomas, je vais te laisser présenter cette association pour clarifier en fait l'acronyme auprès de nos spectateurs. Oui, merci. Et d'abord, je dois m'excuser pour ne parler en français parce que mon niveau de français, de la langue française, ne suffit pas pour une conversation comme ça. Alors, je vais changer en anglais et j'espère que ça va et vous me comprenez tout. Yes, thanks for the kind introduction, also for the invitation to this forum. I think the topic as such fits perfectly into today's world. The association, the EBA, as we call it, and we have been the first EBA in Paris, if I may say. We have been European from day one on, and the association has been set up in '85 with the support of the European Commission and the European Investment Bank to do something which the older colleagues here in the room still will know, the ECU. So there, the association has been the entity to clear and to settle the ECU. But with the time ongoing and with the introduction of the real euro we know today, the association has become a think tank and an incubator. We have around 170 members, banks and non-banks, which I think is very important. And we're a non-political organization. So we don't deal with the authorities in Brussels, at least not directly. Indirectly, yes, of course. We run 2 big streams or 4 big streams. To be more concrete, we look into thought leadership. We look into market practices and regulatory guidance. And this is where the topic comes in. And also we hold networking events and schools and seminars. Okay, thank you, Thomas. À côté de Thomas, donc nous accueillons François Mezzina, qui est président de l'Assemblée générale Nexo, et vous êtes également le spécialiste paiement de Total Energy. Je vous propose aussi d'introduire brièvement Nexo. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Nexo va fêter ses 10 ans cette année. Il y a une centaine de membres. Et c'est une association à but non lucratif. Et son objectif, c'est de produire
et mettre à disposition des standards de l'acceptation de moyens de paiement au pluriel pour l'interopérabilité. Donc c'est aujourd'hui 5 milliards de transactions par an qui sont traitées avec des standards Nexo. C'est des centaines de milliers de terminaux de paiement qui utilisent le standard Nexo. C'est un succès puisque il y a des acteurs non européens, puisque l'initiative qui était au départ européenne sont en train d'adopter Nexo, notamment en Afrique, avec un groupement qui s'appelle le JMUMOA, qui ont décidé et lancé depuis ce mois-ci pour l'année qui vient un référentiel sur le base Nexo, ISO 20022. Et oui, donc précision, c'est que les standards Nexo sont basés sur l'ISO 20022 dont on a parlé ce matin. Voilà. Très bien, merci François. On accueille également Raphaël Marek, qui est Head of France de Swift. Alors, je ne sais pas si tu veux présenter Swift rapidement, Raphaël. Oh, je veux bien, rapidement. En effet, donc, on a pas mal parlé d'âge, donc je crois que malheureusement, je vais être le plus ancien ou représenter la société la plus ancienne ici, puisque Swift a fêté ses 50 ans l'année dernière, mais reste vaillante. J'espère qu'on vous le prouve souvent. Donc, non, effectivement, je vais pas aller bien loin. On va parler paiement aujourd'hui, donc on est très très connu dans le monde des paiements, bien évidemment, mais cela représente une partie de notre activité. Hein. Nous sommes un réseau international avec des standards, enfin très présent dans le monde des paiements évidemment, mais également dans le monde des titres, du trade, etc. Et voilà, je vais pas forcément aller plus loin vu qu'on a un peu de retard, n'est-ce pas? Merci. Notre participant suivant est donc Régis Folbaum, qui est le directeur général de STET. Le nouveau directeur général de STET. Alors, plus si nouveau, ça fait presque 7 mois maintenant, mais bon. La STET, très rapidement, on fait des services de compensation, d'autorisation après l'acquisition de IRSB, on fait du scoring de transactions, et puis des choses un peu plus dans le monde digital avec des tokens, la lutte contre la fraude, et puis depuis le rachat de Cepamel en janvier, coucou Jacques, on fait également de l'IBAN name check et voilà, je rebondirai sur ce qu'on compte faire au niveau européen là-dessus. Très bien. Notre dernier intervenant donc est Raphaël Iglesias Espino, qui est directeur chez Projective Group, donc la société à laquelle j'appartiens également, et qui est en charge des paiements internationaux et qui traite de tous les paiements B2B internationaux pour le compte de nos clients internationaux. Raphaël, tu veux rajouter un mot parce qu'elle t'a présenté, mais tu n'as pas pu. Je vais commencer par dire bonjour à tous. Merci. Et un très bref mot sur Projective Group. Donc, nous sommes un cabinet de conseil belge à la base, maintenant présent dans 5 pays, donc les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre et aussi la France, avec différentes offres qu'on rassemble sous une bannière qui est l'accompagnement du changement dans le milieu des services financiers. Merci beaucoup. Très bien. Alors vas-y, Manuel. Alors, number one. Première question. Donc, on va essayer de dresser un constat, un état des lieux sur le niveau de défragmentation de l'Europe des paiements et l'atteinte des objectifs de souveraineté en Europe dans les paiements qui ont été beaucoup évoqués ce matin. Donc, on va demander à nos intervenants quel constat faites-vous aujourd'hui sur l'atteinte de ces objectifs et est-ce que ces objectifs sont des priorités pour vous? Alors, qui commence? Thomas. Je vais passer la parole à Thomas. Yeah. Okay. Well, let's kick it off. Indeed, that's a very important question. And as I've just said in my introduction, the association is an association of payment practitioners. And as you see, with regard to the numbers and with regard to the members of the different communities, they all are united in a simple interest. They want to fight fragmentation. So that's one of the major items. We have seen in the past a couple of very good initiatives, both from the industry but also with support from the Commission and the regulators, to fight fragmentation. But still, and you've mentioned SEPA, which for me is one of the most impressive exercises the industry went through. But still, we do see a couple of fragmentations in the market.
on a couple of layers, be it interpretation of laws, be it standardization, be it market practices. And I think there's a broad field where the industry should come together and continue to defragment by simple means of collaboration. Yes, we do see still a bit of fragmentation, but I think we're on a very good way to deal with the different items. Okay. Thank you, Thomas. Régis, est-ce que vous pouvez nous donner la position de STET sur ces sujets? Oui, alors sur l'aspect de souveraineté, je pense que dans le climat dans lequel on est actuellement, entre la géopolitique, les tensions, il n'y a pas grand-chose à dire. En tout cas, c'est pas un sujet qui est attaquable de front. Comme d'habitude, moi, ce qui me préoccupe, c'est que le remède soit meilleur que le mot qu'il essaye ou que le mal qu'il essaye de combattre. Je dois avouer que j'ai au départ le terme de défragmentation un peu bizarre parce que j'ai peut-être trop d'ados à la maison, mais défragmentation, ça ressemble trop à fragmentation. Donc pour moi, la question de la consolidation, en fin de compte, du marché, on peut la traiter de trois manières différentes. Il y a du M&A, alors je suis passé par là quand j'étais plus jeune. Il y a le Deus Ex Machina, donc c'est la solution qui est nativement, directement pan-européenne. On en reparlera peut-être avec l'euro digital de Banque Centrale, mais le CEPA a été un très bon exercice là-dessus. Et puis il y a aussi, comme on vit dans un monde d'options réelles et qu'on doit aujourd'hui construire avec des marchés qui ont des usages différents, qui ont des sociétés de droit privé différentes, il faut qu'on regarde sans doute des choses qui vont adresser l'interopérabilité. Voilà. Donc sur ce sujet-là, je serais tendu à dire la réponse à la défragmentation, à la consolidation passe pas uniquement. Enfin, c'est pas l'unique réponse à la réponse de souveraineté. Et si on est évidemment d'accord que les infrastructures de paiement sont des infrastructures sur lesquelles on a besoin de construire du volume et des économies d'échelle, on doit à la fois trouver le juste milieu entre la consolidation et puis le fait de ne pas créer de points de compromission, de points de concentration qui soient trop risqués. Après, dans une logique de backup et d'interopérabilité, il y a sans doute plein de choses à faire. Si je refais une page de pub sur la STET en étant un tout petit peu plus disert que je l'ai été tout à l'heure, nous on est nativement déjà, depuis notre aujourd'hui multi-rail et multi-tenant. On sert à la fois la communauté belge et la communauté française. Donc je suis assez à l'aise, on va dire, avec les questions de savoir est-ce que la carte continuera de dominer demain ou est-ce que le CEPA ou l'instant payment vont recréer un effet de balancier, redéfinir le paysage. On est aussi, d'une certaine manière, alors je reviendrai dessus, contre tout compte carte bancaire. On est, en fin de compte, le bras séculier du scheme domestique français, qui est le plus grand scheme européen, et avec l'humilité de nos 35 milliards de transactions qu'on a processées l'année dernière, on se dit qu'on est à la fois une taille critique. Alors on est effectivement peut-être des nains de jardin dans un village de l'Armorique comparé à des ICS, mais voilà, on a de quoi construire, continuer à avancer et à renforcer notre proposition de valeur, tant dans la monétique, et c'est ce qu'on a démontré avec la lutte contre la fraude et ce qu'on fait dans le digital, que dans ce qu'on continue à faire sur l'instant payment, parce que si, on va dire, des solutions entre guillemets défragmentées n'étaient pas plus performantes, j'imagine que Tips aurait déjà conquis tout le marché. Alors c'est pas le cas, malgré des prix défiant toute concurrence, qui n'ont pas forcément une obligation de rentabilité économique, mais ça c'est qu'un détail. Sur le reste, je parlais d'interopérabilité, mais je vais passer la parole à mon camarade à côté, Swift, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble, à la fois sur IBAN Namecheck et puis sur d'autres choses, parce que nous on construit déjà l'Europe de demain, on travaille avec EPI, et puis on en dira plus sans doute un peu plus tard dans l'année, et puis on travaille aussi avec SUS pour ce qu'on pourrait faire sur Holo et assurer l'influence des Européens. C'est pas uniquement une vision malthusianiste, on va dire, en disant comment est-ce qu'on fait du protectionnisme, c'est aussi de regarder comment est-ce qu'on maintient la capacité des banques européennes à jouer à armes égales avec des autres grandes banques mondiales ou anglo-saxonnes, et un partenariat pour aider. Régis, moi j'ai compris que dans Swift, c'est un W qui veut dire worldwide, il n'y a pas un E qui veut dire euro.
Europe. Hein, alors, on peut le rajouter à la fin, ça serait pas très joli. Mais... alors, Raphaël, oui, toi qui es mondial, tu vois, tu es au-dessus de ce sujet-là, par nature. Par nature, ton rôle, c'est défragmentation, mais mondiale, effectivement. Ouais. Souveraineté, je ne sais pas si c'est ton sujet, véritablement. Alors, effectivement, on est quand même une coopérative, comme vous savez, de droit belge. Donc, quelque part, voilà, mais c'est vrai que notre sujet principal, c'est le sujet international. Et si je voulais être un peu provocateur, je dirais que lorsqu'on est effectivement à l'international, la notion de souveraineté n'est pas ultra centrale. Mais voilà, grâce à ce panel, j'ai quand même un peu réfléchi et je pense que je vais pas être provocateur. C'est pas tout à fait vrai parce que d'une certaine manière, la souveraineté, je pense, passe aussi par la possibilité pour les banques de travailler de façon universelle avec toutes les banques avec lesquelles elles souhaitent travailler, les institutions, etc. Et que c'est d'une certaine manière la possibilité. C'est d'une certaine manière la possibilité justement de ne pas entrer à pieds joints chez un acteur en particulier, d'être ultra dépendant, on va un peu en parler dans quelques instants je pense, d'un acteur pas forcément européen, justement parce que nous offrons cette standardisation, nous offrons cette universalité qui permet justement de faire des choix à ce niveau-là, donc de l'universalité, le standard. Et dernière chose là-dessus, parce que bon, nous on est, oui, je voulais le préciser, on est internationaux certes, mais sur le compte à compte, on va probablement parler un peu même pas mal de cartes à un moment donné. Donc ça, c'est un élément également à prendre en compte parce que encore une fois, le close loop peut également arriver dans le compte à compte, mais justement, ce côté universaliste. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, de Swift en tout cas, donne la possibilité de ne pas, encore une fois, être mains et mains liés avec un ou plusieurs acteurs. Donc ça, c'est la partie souveraineté. L'autre partie de la question, c'est effectivement la fragmentation, la défragmentation. Pareil, j'ai dû le lire plusieurs fois, ce terme. Donc il y a là aussi plusieurs angles. Donc il y a une partie qui a été défragmentée depuis déjà pas mal d'années. Je regarde certaines personnes là-bas à ma droite, sur la partie notamment RTGS. Voilà, Target 2, T2, bon, ça y est, ça fait longtemps qu'on n'a plus de fragmentation à ce niveau-là sur la partie wholesale. Donc là, je parle bien sûr de l'Europe. En revanche, sur la partie, justement, sur la partie CEPA, on pourrait avoir l'impression que c'est très fragmenté. Pourquoi? Il y a un grand nombre d'acteurs locaux, de grands acteurs locaux, qui cohabitent avec quelques acteurs pan-européens. Et globalement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cela marche bien, plutôt bien. Alors pourquoi plutôt que très bien, c'est que je ne sais pas si tu souhaitais en parler à un moment donné, mais c'est vrai que aujourd'hui sur le pan-européen, entre 8 à 10% des flux paiements instantanés sont bloqués et donc finalement rejetés pour des questions de screening, de lutte contre le financement du terrorisme. Et ça, c'est une fragmentation d'une certaine manière, mais qui n'est pas due à une multitude de systèmes, à une multitude de standards, mais bien à une problématique qui est purement de conformité. D'ailleurs, le règlement européen travaille là-dessus sur la partie criblage KYC au quotidien des comptes dans chacune des banques européennes. Donc justement, on va probablement en sortir. Et enfin, peut-être pour terminer, parce que j'ai l'impression que je suis déjà très très long, il y a de nouveaux vecteurs de fragmentation qui arrivent. Tout ce qui est CBDC, enfin euro numérique pour l'Europe pourrait potentiellement apporter une couche de fragmentation. À voir, tout ça est encore bien nouveau et même pas encore arrivé de toute façon. Il y a également un autre élément, c'est le fameux IBAN name check, le verification of pays que tu évoquais tout à l'heure, qui jusqu'à présent n'était pas un sujet de fragmentation dans la mesure où chacun faisait un peu ce qu'il voulait ou parfois ce qu'il ne voulait pas, chacun de son côté, et que ça n'est devenu un sujet de défragmentation finalement qu'à partir du moment où il a été décidé de rendre ça obligatoire à un niveau européen. Voilà, donc on crée de la fragmentation aussi comme ça, et notre rôle chez Swift, j'arrête là-dessus, ça va être comme d'habitude d'assurer, nous l'espérons en tout cas, l'interopérabilité au niveau international, mais aussi au niveau pan-européen, parce que lorsque Swift a été créé, le pan-européen c'était de l'international. Voilà. Très bien. Merci Raphaël. Alors bon, apparemment il y a
la défragmentation serait quand même à l'œuvre, mais ça serait intéressant. Enfin, on aimerait avoir l'avis des usagers des services de paiement. Et pour ça, je vais passer la parole à François. Qui va nous expliquer le point de vue des marchands notamment et de ceux qui utilisent en fait toutes ces infrastructures. Qu'est-ce qu'il a dit Hervé tout à l'heure? Faut dire ce qu'on pense ou je vais être un peu. Alors, je vais pas parler de tout ce qui est virement, prélèvement, où je pense que là, effectivement, il y a eu des travaux considérables des différents acteurs concernés pour défragmenter, si je reprends le mot. Pour ce qui est du paiement par carte, nos institutions européennes n'ont pas voulu réguler, et donc on a laissé marcher se faire. Et aujourd'hui, et j'ai envie de dire peut-être depuis quelques années maintenant, là où jusqu'à présent il y avait une volonté de défragmentation, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de repli sur soi, et en fait, d'un point de vue marchand, l'exercice est toujours aussi compliqué. De pouvoir, surtout quand on est un marchand européen comme nous, mondial, de dire on a une solution pan-européenne qui permet de traiter tous les moyens de paiement ou système de paiement, c'est toujours très compliqué. Et j'ai pas l'impression que la tendance aille dans le bon sens. Donc voilà, le chemin est encore long. Et très clairement, ce qu'on voit avec les évolutions récentes, c'est que il y a une perte de souveraineté sur cette partie. Alors, je vais parler de l'acceptation et de l'acceptation carte en particulier européenne, où les fameuses ICS sont en train d'avancer leur pion doucement mais sûrement, au détriment, on va dire, des acteurs européens eux-mêmes. Et c'est très clairement dommageable pour les citoyens et pour les marchands européens, parce que les marchands doivent assumer toutes ces diversités et tous ces coûts. Donc le chemin est encore long. Je pense, pour arriver un jour à atteindre ce niveau de souveraineté qui est mis en objectif et amener tous les acteurs, j'ai envie de dire aussi les marchands, et c'est bien ce matin, je crois que c'est Martina qui à un moment donné a cité le mot de marchand, c'était la première fois que je l'entendais, sachant que dans le tout premier débat, on parlait des industriels, des régulateurs et des consommateurs, mais on parlait toujours pas des marchands. C'est bien. Et ça, je crois que c'est aussi peut-être un point important, c'est pour réussir peut-être cette défragmentation et puis reprendre peut-être une souveraineté. Il faudrait aussi impliquer les marchands dans tous ces débats-là. On le fait un certain nombre de fois, on ne l'a pas fait, on aurait dû le faire aujourd'hui, mais tu es le représentant du secteur du marché. Alors on va d'ailleurs se retourner vers Raphaël. Raphaël, tu travailles avec un certain nombre d'entreprises, je ne dis pas d'entreprises, donc de clients de nos amis, et est-ce que tu es d'accord avec ce que dit François? C'est qu'un problème de cartes ou est-ce que c'est un problème plus général au-delà des cartes? Effectivement, l'idée de notre intervention ici en tant que Projective Group, c'est d'essayer de se faire la voix de nos clients. Nos clients sont principalement des institutions financières qui sont actives sur différents marchés, donc des institutions européennes sur différents marchés, voire des institutions internationales avec des succursales européennes ou françaises. Et ce qu'on observe, il y a une tendance de fond qui est à la simplification, à l'harmonisation pour réduire les coûts. Donc, essayer de simplifier et d'harmoniser la partie back-office pour dégager des ressources, pour dégager du temps, pour dégager de la créativité, plein de choses, pour regarder plus dans la partie front. Et donc, si on fait le lien avec la défragmentation du marché, on peut débattre sur le niveau actuel de fragmentation. Nous, ce qu'on voit, c'est que ça se traduit par des feuilles de route qui sont extrêmement chargées au niveau des institutions financières. Et je pense qu'on l'a entendu ce matin avec les banquiers qui étaient dans les différentes tables rondes avec des demandes de prioritisation, parce que avec le nombre d'initiatives qui sont prises en parallèle, ces institutions sont dans un processus perpétuel de prise de décision et de revue de leurs décisions pour essayer de faire un usage optimal de leurs ressources. Et c'est vrai aussi pour les entreprises, on l'a vu avec Online. Exactement. Et quand on parle d'utilisation optimale de ressources, on ne parle pas seulement du staff, on parle des considérations temps, on parle de risques, on parle de bénéfices anticipés, on parle parfois aussi de dépenses d'infrastructure. Et par exemple, dépenses d'infrastructure, si on regarde la situation actuelle avec des initiatives comme Instant Payments ou ISO 20022, ces institutions sont aujourd'hui
à un moment charnière, en fait, parce que beaucoup d'entre eux tournent encore sur des technologies qui sont assez anciennes, et donc les choix qu'ils vont poser aujourd'hui sont des choix qui doivent être soutenables à terme, et donc ils peuvent avoir des conséquences sur le futur de leur projet. Donc ça complexifie le processus de décision. Et alors le dernier élément que je voudrais rajouter à ce sujet, c'est que nous, en tout cas, à côté Projective Group, on voit le marché des paiements comme un marché global. Okay, si on regarde les paiements internationaux, on regarde la proportion de ces paiements internationaux qui ont un leg domestique, que ce soit européen ou français, en prenant la transaction de bout en bout, c'est un champ significatif. Et donc, il est aussi important dans cette prise de décision de pas seulement regarder la perspective européenne, mais garder la perspective globale, quelles sont les initiatives globales, et ça rajoute encore un élément de complexité en plus à ces processus de prise de décision. Tu veux réagir? Oui, parce qu'en fin de compte, on est très policier jusqu'à présent, mais je dois remercier François qui a mis en avant, en fin de compte, le dilemme dans lequel il est, qui est idéalement, comme tu le dis, enfin, si je m'assure sous ton contrôle de pas déformer tes propos, il faudrait une seule toise, et donc les ICS pourraient le faire. Le problème, c'est que pour l'instant, ça coche pas la case souveraineté. Et s'il y a que les ICS, ceux qui sont, enfin, les marchés dans lesquels on y est confronté, enfin, ils y sont confrontés, on voit qu'il y a, au-delà de la souveraineté, un élément d'indépendance économique. Et donc, ce qu'il faudrait essayer de trouver, c'est une alternative européenne à des ICS, en espérant qu'on soit moins gourmand que des sociétés cotées. Et avec le problème, c'est qu'aujourd'hui, on doit travailler sur un existant d'usage, mais de sociétés existantes qui n'ont pas forcément envie de se parler. Je vais pas faire preuve d'arrogance parce que non, mais tout mouvement de M&A dépendrait évidemment de mes actionnaires. Mais si demain on allait taper à la porte des Bizum, Bancontact ou autre chose, là je m'éloigne parce qu'on parle scheme et processing, mais on me dirait, mais écoute, on n'a pas besoin de toi, et puis chacun veut garder son précaré chez soi. Donc je pense que la difficulté à laquelle on est, c'est ça, c'est de trouver quel est l'élément qui va nous faire avancer. Et aujourd'hui, on n'a effectivement pas de réponse. EPI propose un début de réponse. On peut être, nous, en tant qu'usine, un agrégateur, mais effectivement, il y a des éléments de complexité par rapport à ça. Enfin, je sais pas ce que ça t'inspire, mais pour moi, voilà, c'est le dilemme dans lequel tu es, enfin, de mon point de vue. Laissons faire, allons-y. Laissons faire, oui. Enfin, j'ai compris ce matin, il y a l'initiative EPI, mais malheureusement, c'est pas toute l'Europe, c'est une partie. Il y a l'Europe du Sud qui a pris une autre option, il y a l'Europe du Nord qui a pris une autre option. Et nous, marchands, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? D'accord. Moi, je dis toujours, en tant que marchand, nos clients veulent utiliser leur moyen de paiement préféré. Ça peut être de la carte, ça peut être du virement instantané, ça peut être je ne sais quelle wallet, Alipay, WeChat ou je ne sais quoi d'autre. Et si tant est qu'on y voit notre intérêt, qu'on a une masse critique pour accepter ce moyen de paiement, on va dire innovant, eh ben on est prêt à l'ouvrir. Sauf que pour le faire, il faut que techniquement parlant, ça soit facilement accessible. Et j'ai envie de dire, moi j'aimerais bien faire accepter du Girocard en France et faire du CB en Allemagne. D'accord ? Pour donner l'exemple. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pas possible. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'on sort de notre nation, on est tout de suite avec un ICS. Si tant est qu'on n'est pas une carte locale, mais c'est plutôt rare. Alors vous allez me dire, c'est un flux en termes de nombre de transactions qui reste quand même relativement marginal, même si. Mais néanmoins, c'est la porte ouverte, ou plutôt la porte est fermée pour pouvoir avoir cette souveraineté européenne et faire in fine que toutes les transactions intra-européennes restent finalement pilotées par l'Europe et ne sont pas pilotées par des moyens de paiement internationaux. Voilà. Donc on n'arrive pas. Moi, j'aimerais bien que la STET discute avec Girocard, par exemple, ou avec Pagobank, Comat en Italie, ou avec la BE, par exemple, pour dire on tire les ficelles. Et alors c'est peut-être pas uniformisé. C'est-à-dire que chacun pourrait garder ses critères spécifiques, parce qu'ils ont des règles d'acceptation particulières, mais de faire en sorte qu'il y a ces liens d'interopérabilité qui permettent aux marchands, in fine, d'avoir le meilleur des mondes. Régis, avant que tu réagisses, on voudrait qu'on écoute Thomas et tu réagiras aux deux par rapport aux deux. Thomas. Well, indeed, that's. Okay. I understand the discussion as being very, well, how should I say, fundamental, perhaps, because we look at different ways to organize payments in Europe. It's either the central model or it's either the interoperability thing.
I think what the industry really needs to do and really needs to deliver is take away the burden from the customer. And there are many ways to deal with that. Interoperability might be one item, and we do have many of national clearing houses in our membership, and we're fully agnostic, and we don't care about schemes. Our point is make the things happen. Really make the things happen. And then, of course, we started the discussion with SEPA. And a colleague of mine, he said, well, SEPA should not be SEPA, single payments area, single European payments area. We should rather talk about SEBA, which means business area. And I think that's really the point of the discussion, where we should really look in a normal customer. As you said, he wants to pay ideally with his Giro card in France. And he don't want to care about the different schemes. I think that's a huge burden for the industry. And the industry needs to look into that. We do see experiences and we do see thoughts to solve this. We see the EMSA initiative. We see the API initiative. And there are lots of stories going around the market. And I'm very curious to see how the things will develop, but it's clear that we should solve the problem of the customers. Thank you. Peut-être, genre, 5 points, 5 phrases. Le premier, c'est que je pense qu'il ne faut pas diaboliser les ICS, parce que de toute manière, l'Europe est une terre de tourisme dans laquelle on va demain continuer à accueillir des Américains, des Asiatiques, des Brésiliens, des Marocains, etc. Et donc, de toute manière, il nous faut des ICS en Europe pour pouvoir le faire, parce qu'on va pas pouvoir emporter aux quatre coins du monde. Enfin, j'ai bien la vision de la liberté guidant le peuple, mais on va pas pouvoir emmener ni CB ni Giro aux quatre coins du monde. Deuxième point, c'est dommage, mais d'une certaine manière, chacun son job et on peut pas trop s'éparpiller. Je constate, à contrario, et c'est foot for thought, qu'une grande banque comme JP Morgan, à un moment se dit, et ils ont fait leur annonce, il faut qu'on vienne en France et qu'on leverage de scheme CB, parce que taux de fraude, coût in fine pour le marchand, fait qu'on a intérêt à mettre sur CB des marchands qui historiquement utilisaient les ICS. Il y a peut-être une courbe où il y a un point d'équilibre, où ça devient plus intéressant de jouer la carte du domestique versus la défragmentation, mais je ne sais pas. Je rebondis en tout cas sur ton point, puis après je pense que je passerai la parole à Raphaël sur l'interopérabilité, qui, si on se dit qu'on va pas fusionner tous les schemes, qu'il y a trop d'intérêt ou égocentrique ou domestique de pays ou géopolitique interne Europe, enfin, finalement, le fil qu'on doit tirer, c'est celui de l'interopérabilité, qui est une alternative à l'autre solution que proposent nos régulateurs, de dire, finalement, on va créer une toise unique pour tout le monde, et ça sera là l'euro digital de banque centrale. Et c'est là où je reviens sur la question, est-ce que finalement l'euro digital de banque centrale est la solution ou ne crée pas un mal qui est plus compliqué à gérer? Et puis, là où j'avance, encore une fois, EPI, c'est déjà fait le levier de CEPA. Alors effectivement, c'est pas universel, c'est pas les 25 pays Europe ou de la zone euro, mais voilà, c'est déjà une très bonne base pour laquelle on peut commencer. Raphaël, tu veux dans ce débat dire quelque chose ou... Bon, bah alors, François, allez-y, mais Raphaël, François, tu veux, vas-y. François. Non. Okay. Non. Alors bon, j'ai un peu perdu le fil, j'avoue, mais on va y arriver. En tout cas, ce qui est clair, c'est que je suis sûr que tu as envie que je sois court. Pardon ? Tu as envie que je sois court, n'est-ce pas ? Bon, je vais être court. Non, le sujet de la défragmentation chez Swift. Bon, on nous a demandé, lorsqu'on a préparé ce panel, si, parce que oui, il y a un fil rouge quand même, mais c'est une opportunité pour nous. Et finalement, je préfère dire non, on continue à faire notre travail qui, depuis toujours, a été de relier des banques entre elles, relier des banques avec aux interfaces de marché, relier des pays, etc. Donc quelque part, oui, on travaille dessus, mais on a toujours considéré que c'était notre rôle. Donc les enjeux pour nous, c'est, comme je l'évoquais tout à l'heure au début, le côté universel de Swift, faire en sorte que les banques puissent vraiment, avec le reach, la capillarité de notre réseau, aller échanger
avec n'importe quelle autre banque dans le monde. C'est plus compliqué que ça, je sais, il y a des gens qui font du correspondent banking ici, mais en tout cas d'avoir la possibilité, de donner la possibilité technique de le faire. Et ce qui est de plus en plus important également, c'est la partie choix, parce que il y a quelques années, quand je suis arrivé chez Swift, quand on voyait un flux sortir du réseau, c'était un peu la panique, on va dire. Et ce n'est plus du tout comme ça qu'on regarde la chose. Tu évoquais tout à l'heure One Leg Out. Comme vous le savez, même si Swift est parfois présent chez certains acteurs qui font de l'instant payment, ce n'est pas non plus systématique, loin de là. Et on est tout à fait prêt, tu l'évoquais, Régis, à travailler, et heureusement, avec dans le cas du fameux One Leg Out. Et le One Leg Out, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en inbound, en entrée, ça serait un flux qui démarrerait, qui serait initié à l'extérieur de l'Europe, donc très souvent sur Swift avant d'arriver en Europe, et pour qu'il termine ensuite dans un système de paiement instantané qui souvent n'est pas sur Swift. Donc certains diraient quelque part ce n'est pas forcément un bon move pour Swift, mais c'est pas comme ça qu'on regarde la chose. Nous, ce qui nous importe, c'est que le tracking, et ça c'est très important, puisse être fait de bout en bout. Et le One Leg Out est un exemple qui me semble d'ailleurs très très intéressant. Donc un leg qui commence par Swift, un autre qui finit hors Swift, mais avec un partenariat avec l'ensemble des acteurs de la chaîne pour que la banque qui est à l'initiation puisse avoir une visibilité de bout en bout de ce flux. Première chose, et j'ai l'impression que je suis déjà perdu. Oui, non, enfin sur la partie, oui, on a beaucoup parlé bon, je ne vais pas parler de l'acteur en question, mais on a beaucoup parlé lors du dernier, finalement je suis un peu long, je suis désolé, lors du dernier Sibos, pas un partenariat, mais d'une collaboration avec un acteur qui était plutôt closed loop. Bon, je pense que certains savent de quoi je parle. Et en fait, c'était un peu dans cet esprit-là également. Nous, on ne va pas contrôler ce que font les banques sur Swift. Quand il y a un acteur closed loop qui est malgré tout sur Swift parce qu'il en a besoin pour certaines choses, s'il propose à certains acteurs des services pour certains corridors de type closed loop, c'est une réalité, on ne peut rien y faire. Et là encore, à l'image de ce que je disais à l'instant pour le One Leg Out, si à un moment donné, une banque du réseau souhaite travailler avec un acteur qui est lui-même sur le réseau et qui ensuite met ce flux dans un closed loop, fine, on va également faire en sorte que le tracking puisse se faire de bout en bout. Et c'est un peu la nouvelle philosophie, j'allais dire, de Swift, qui n'était pas du tout celle que j'ai connue en arrivant il y a quelques années, donc maintenant. Voilà. Merci. François, non, donc on passe à la première. Tu voulais dire quelque chose, François, tout à l'heure. Tu as voulu prendre le micro. Oui, non, j'avais une question. Alors on passe à la deuxième question. Alors, vas-y. On va passer à la deuxième question parce qu'on voit effectivement que il y a une appréciation assez variable en fait de ce sujet de défragmentation. On a parlé beaucoup ce matin d'indépendance stratégique et en fait ce qu'on aimerait savoir en fait c'est pour vous cet état de défragmentation parce qu'apparemment c'est ça qui prévaut. Est-ce que vous considérez que c'est plus une opportunité ou une menace et quels sont, d'après vous, les principaux risques et enjeux à adresser en fait et ça par rapport, bien sûr, à votre activité. Donc, je vais passer la parole à Régis, peut-être. À vos risques et périls. Non, pour revenir sur le... Non, enfin, pour répondre à la fois à ta question et contribuer, enfin, et continuer sur le point de Raphaël. Si on se dit que finalement, on va pas pouvoir décréter de fusion, que ça semble un peu trop loin, les deux options qu'on a, c'est où on laisse la voie au régulateur / au législateur. Et donc ça, encore une fois, il faut qu'on regarde où ça nous mène. Moi, alors, vu de la stat, évidemment, que la défragmentation est plutôt quelque chose de risqué, parce que si on me dit, écoute, demain, tous les particularismes de CB, etc., on balance ça avec l'eau du bain, bon, bah, évidemment, en termes de vision, c'est pas tout à fait encourageant. Mais donc, ce qu'on fait, nous, en sorte de faire à la stat, c'est de maintenir la pertinence de nos solutions, des services à valeur ajoutée et de la construction qu'on propose. Et pour rester pertinent dans un univers effectivement où la défragmentation est appelée DV du régulateur ou du législateur, notre solution, c'est de travailler avec des, je sais pas si le terme c'est intégrateur, je suis désolé, tu le voyais peut-être pas comme ça Raphaël, mais avec
des sociétés qui vont être capables de nous apporter cette interopérabilité. Aujourd'hui, c'est pas mal l'offre déjà sur IBAN Namecheck avec un certain nombre de sociétés comme SurePay et autres. On a vu des rapprochements entre wallets. Donc moi, je pense que ça sert à rien de vouloir décréter ou forcer des gens dont l'ADN est peut-être pas exactement le même à fusionner, d'autant plus que voilà, si je reprends ma carte de banquier d'affaires, la fusion c'est complexe, ça échoue souvent, etc. Par contre, de se dire qu'on arrive à trouver, et la technologie nous y aide, et des sociétés comme Swift nous y aident aussi, à base d'API et autre chose, à faire en sorte que les différents plats de pâtes qu'on a créés ici et là puissent communiquer et recréer de la défragmentation, en tout cas avoir cette surcouche de défragmentation pour rendre défragmenté un univers qui de fait l'est déjà et qui va pas changer radicalement demain parce que les intérêts domestiques et les sociétés qui existent sont déjà plus forts que la pression du régulateur. Moi, c'est le vent que je sens. Donc encore une fois, je suis désolé, on est côte à côte, mais bon, voilà, que ce soit sur verification of pays, que ce soit sur Holo, sur d'autres choses, je ne demande qu'à pouvoir coopérer avec d'autres, ou via des entreprises ou avec d'autres entreprises. Après, est-ce qu'un jour Stet fera le clearing pour l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne? Je pourrais me bercer de doux rêves en disant qu'on le fera, mais je ne vois pas de chemin autre qu'un Everest face nord en hiver pour y arriver. Et donc, a priori, comme notre première priorité, c'est de garantir le fonctionnement des flux pour les banques françaises et belges qui sont sur la plateforme Stet, on va faire en sorte de rester concentré sur notre métier d'aujourd'hui, de créer les opportunités de demain avec les opérateurs qui devraient nous permettre d'y arriver, et puis voilà. Alors, Régis, tu comprends bien que la question qui est posée, elle n'est pas simplement par rapport au marché domestique européen, elle est aussi par rapport au reste du monde. On a des gens qui, au niveau mondial, représentent des tout petits poids par rapport à vous. Juste, par exemple, Visa, 450 milliards de dollars, ou des structures de ce type, sachant que vous, de votre côté, vous représentez quand même largement 500, 600 millions d'euros. Donc, est-ce que on a vu que Mastercard a racheté Vocalink pour, à l'époque, 600 millions de livres. Donc aujourd'hui, ils sont capables de mettre sur la table 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards pour acheter une structure comme cette. Les pouvoirs publics s'y opposeront, je suis d'accord. Mais ils l'ont déjà dit. Mais il est bien clair qu'aujourd'hui, on n'est pas seulement dans une problématique intra-européenne, première question, mais elle se situe par rapport à une problématique internationale. La deuxième, je voudrais te dire, il y avait une structure qui a été créée en France en 91, elle s'appelait le G-Site. Et cette structure a été créée à l'époque où 75% des paiements étaient intra-régionaux, c'est-à-dire gérés par ce qu'on appelait des ordinateurs de compensation gérés par la Banque centrale française. Et les banques françaises ont décidé de créer un système national parce qu'effectivement, ça générait une économie d'échelle au niveau, même si 75% des paiements sont restés historiquement intra-régionaux. Qu'est-ce que ces deux réflexions t'amènent par rapport à la réflexion intra-européenne? Sur la valorisation de Stet, à part le fait que j'aurais dû demander des actions, mais en tout état de cause, non, au-delà de cette boutade, c'est une décision qui remonte de nos actions, des actionnaires de Stet. Je vais pas rentrer dans de la politique fiction, donc j'imagine pas que Stet soit à vendre, mais bon, on exécutera la volonté de nos actionnaires. J'en vois quelques-uns dans la salle. Sur le reste, je vois bien le move de régionalisation à nationalisation et le fait qu'on ait, comme je le disais tout à l'heure, en toute humilité, un nain de jardin dans un coin d'un jardin de l'Armorique, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, on est dans, pour moi, la sortie par le haut, elle est de travailler pour rendre, et la technologie qu'il n'y avait pas à l'époque, il n'y a pas d'API, il n'y a pas de microservices, ce type de choses-là, nous permet aujourd'hui de résoudre ce qui était historiquement des barrières, et donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas, grâce à l'interopérabilité, défragmenter ou reconsolider une partie d'univers qui sont fragmentés, mais en construisant sur la force installée de ces schemes ou réseaux domestiques. Très bien, Régis. Alors, plaçons-nous maintenant d'un point de vue, donc là on a vu le point de vue français, si on se place d'un point de vue un peu plus macro-européen, Thomas, quelle menace ou quelle opportunité voyez-vous sur cette division ou cette fragmentation intra-européenne, et en particulier par rapport à la menace d'acteurs beaucoup plus grands avec des échelles beaucoup plus importantes? Look,
Let me answer your question with two examples, perhaps. We already have discussed a bit about confirmation of the PE, which comes up now with the instant payment regulation, and we're also seeing this potentially in other regulations too. But I think what everyone knows here, also in the room, is that confirmation of PE is nice, but it's not sufficient. You don't fight fraud just with confirmation of payee. And I think this is not what the industry is dealing with. We know who's on the other side of the table. Cyber criminals, they are very well organized, and we do have to act within our legal boundaries. So I think the purpose of the industry is really, and that's my topic one here on fraud, is really to come up with a common dictionary of talking and knowing which fraud you are talking about, and what Bank 1 considers as CEO fraud, Bank 2 considers as I don't know what. So if the two banks want to talk to each other, if they want to exchange information, if they want to form a platform and a network, they need to have something which they agree upon, a kind of taxonomy, a vocabulary, a dictionary, call it whatever you want. And this is what we have seen in our discussions where banks have approached the association, pan-European banks, individual banks have approached the association to come up and to deliver such a taxonomy, which I think is very needed and very... No, it's all fine. Needed and helps to really fight fraud. And I think that's fragmentation between states, but also fragmentation between banks and players on the market, which I think is very important. And there comes my second example. And this is very untypical for a payment association, that we have been approached by KYC specialists and say, look, we simply don't longer we simply don't longer do with the market. Our banks, our customers, they approach us, they are presented with a KYC questionnaire. They go to the bank next street, they receive a different KYC questionnaire. They go to my branch in another country, and again, and yet they are confronted with a different KYC questionnaire that comes back to the point we need to serve our customers. So again, we have been looking into the topic of KYC, and we have delivered a couple of papers, non-political papers, but papers from a payment practitioner's experience. Our last paper was delivered a week ago on politically exposed persons, and everyone in the room who is perhaps active in the field of compliance know what politically exposed persons mean or not mean, because here you come with this complete fragmentation. So coming back to your question, Manuel, I think fragmentation or defragmentation is one of the biggest tasks we have. And for us as an association on a pan-European level, that's clearly a call to action. I think we need to be as open as that. And we cannot do it by our own. We need to do that with industry, so with you, but also with members of ours in other communities. And I think that is the art we have to master, doing pan-European projects to deliver value for the entire industry, including customers, of course. Merci Thomas. François, quel est votre point de vue sur potentielles menaces, prédation extérieure? Est-ce que l'Europe, en fait, serait vulnérable, en fait? Vu du marchand, c'est pas forcément évident à répondre, mais moi, enfin, j'ai envie de dire que pour moi, la défragmentation, d'un point de vue marchand, c'est de la simplification. D'accord, c'est pouvoir embrasser tous ces moyens de paiement qui émergent. Je disais tout à l'heure, les wallets, les instant payment, toujours les cartes. Pour moi, la défragmentation, c'est une opportunité parce que c'est techniquement de la simplification. Et c'est aussi une opportunité financière parce que ça permet de mettre en concurrence ces différents systèmes de paiement. Donc c'est un moyen pour le marchand, en tout cas, de rationaliser son système d'acceptation, à tout point de vue. Donc c'est une vraie opportunité. Je voulais réagir sur ton commentaire, Régis, sur des fusions, acquisitions des différentes entités de traitement de réseau. Je ne sais pas si c'est forcément nécessaire. Je pense qu'il
il faut garder, je dirais, dans cette défragmentation, il ne faut pas forcément uniformiser et avoir qu'un seul, je dirais peut-être moyen de paiement, parce qu'on retombe dans une situation, on va dire peut-être monopolistique, il n'y a plus de concurrence, etc. Je pense que l'Europe a été construite sur un système libéral, et on en paye peut-être d'ailleurs les conséquences aujourd'hui, hein, justement de cette fragmentation qui est très forte. Mais il faut peut-être revenir à cet équilibre, en tout cas dans le domaine du paiement, pour dire, et c'est là où, par rapport au discours de ce matin qui était fort intéressant, il faudrait que les régulateurs soient plus, et je dirais les politiques, soient plus, marquent plus la volonté européenne sur ce qui serait bon à la fois pour les citoyens, les industriels et aussi les marchands. Et je fais toujours l'analogie là avec l'industrie de l'automobile où en 2035 il y aura normalement plus de fabrication, en tout cas de vente de véhicules à explosion neufs. C'est-à-dire que là, en Europe, pour des problèmes de climat, et ça se comprend très bien, là, les politiques ont dit très fort, c'est comme ça et c'est pas autrement. Alors bon, après, il y a l'histoire de dérogation, etc., mais c'est en train de se mettre en place. Et tous les acteurs de l'industrie automobile, ils n'ont pas, entre guillemets, ils n'ont pas bronché. Ils ont bronché, mais ils sont en train de se mettre en ordre de marche. Sur le monde du paiement, nos régulateurs, voilà, il y a, oui, on veut lancer des initiatives, instant payment, etc. Bah, nos marchands ont dit, bah, pourquoi pas, parfait, si c'est l'avenir, pourquoi pas, mais il faut pouvoir techniquement l'intégrer. Mais il faut aussi qu'il y ait, je dirais, l'initiative de pays, je ne veux pas dire que ça va être compliqué, mais aujourd'hui, moi, en tant que marchand, je parle du paiement de proximité. Aujourd'hui, j'ai du mal à voir son application. En tout cas, je ne le perçois pas bien. C'est peut-être parce que je ne suis pas suffisamment informé. Alors là, on touche peut-être d'ailleurs un problème de marketing. Hein. Faut marketer ces moyens de paiement. Mais on va vers un univers où les moyens de paiement, je dirais la technologie et la technique, ce n'est plus le problème. On a vu arriver des nouveaux moyens de paiement où il n'y avait plus de terminal de paiement. C'est un simple dongle, vous faites le tap avec votre carte en sans contact et c'est parti. Il n'y avait même pas besoin de PIN. D'accord ? Donc la technique n'est plus un problème. C'est pour ça que je dis que sur la technique, et je pense notamment aux réseaux traditionnels, historiques, qui se sont construits et ils ont le mérite de le faire et qui ont permis d'avoir quelque chose de robuste, ils ont un comment dire, ils ont un héritage technique riche, d'accord, avec des spécificités. Il faut pas jeter l'eau du bain. Par contre, il faut qu'ils évoluent de telle manière qu'ils puissent s'intégrer dans un écosystème européen qui fasse qu'ils puissent être acceptés de manière transparente, sans difficulté, n'importe où ils veulent ouvrir leur acceptation. Et c'est ça la vie. Alors, je fais évidemment la liaison avec Nexo. C'est que le travail de Nexo, on a 80% de nos membres sont des acteurs européens. On a cette mise en place, mais on voit bien que, et je vais vous l'avouer, c'est une acceptation ou une mise en place difficile de ce nouveau standard. Pourquoi ? Parce qu'il y a justement tous ces investissements qui datent depuis des dizaines d'années qui sont là, et tu en as parlé, hein, la transition n'est pas facile. On sait que vous êtes face à un cap où vous allez devoir faire cette transition. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez pouvoir basculer dans l'ISO 20022 et quitter l'ISO 8583 qui a eu le mérite et qui a encore le mérite d'exister, qui fait beaucoup de choses. Mais cette transition, il faut absolument l'intégrer dans votre roadmap, je pense aux industriels, pour justement passer ce cap technologique qui aujourd'hui est un frein sur les serveurs actuels. Aujourd'hui, et c'est ça peut-être le problème de ce frein à la défragmentation, c'est qu'il y a un héritage qui est là, qui a coûté très cher, et ça se comprend. Donc le saut, c'est pas on le décide, on le fait. On en parlait encore ce matin, on vient d'en parler aussi. Il y a eu des investissements colossaux qui ont été faits. Et changer d'univers technologique, c'est un nouveau saut financier. Comment le justifier économiquement ? Ça, c'est compliqué. Et effectivement, c'est peut-être se justifier en disant je fais un saut pour l'existant et ça me permet d'être interopérable et donc d'être complètement défragmenté au niveau européen. Et puis, je le fais parce qu'en même temps, j'amène un autre service, j'amène de l'instant payment, j'amène je ne sais pas quelle wallet, quelque chose de nouveau. C'est peut-être ça la difficulté de faire passer ce cap. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité, en fait, pour tous les acteurs de la chaîne, et quelque part, c'est pour ceux qui en vivent, c'est-à-dire les acteurs du paiement, c'est aussi, pour moi, peut-être une question même de survie. Raphaël, j'ai besoin d'un micro. Vas-y, réagis.
Vas-y, il réagira après, parce qu'il est moins direct. Vas-y. Oui, non. En fait, comme j'ai fait pour la question précédente, sur la question des risques et des menaces, ce qu'on voudrait faire, c'est prendre la vue plus globale dans un premier temps. Et vous vous souvenez, j'ai dit, nous, on voit le marché des paiements comme étant un marché international. Et donc, dans la poursuite comme ça d'objectifs de souveraineté ou de défragmentation, pour nous, ce qui est clé, c'est de ne pas non plus introduire des frictions supplémentaires ou des situations sous-optimales si on prend la vue complète. Donc, bon, désolé, je vais encore prendre le mot interopérabilité, mais au final, l'intérêt commun, c'est d'aller vers des solutions qui sont interopérables, des marchés qui sont interopérables, et donc, l'invitation, c'est aussi pour tous les acteurs à toujours garder cette dimension globale en tête, parce que si on le fait pas, on va probablement assez vite se retrouver dans des situations où les bénéfices anticipés des nouvelles solutions ou des initiatives qui ont été prises vont être contrebalancés par ces frictions et on n'arrivera pas à atteindre les objectifs d'efficacité ou d'amélioration de l'expérience client que tout le monde est en train de rechercher. Donc ça, c'est un premier risque qui vient à l'esprit. Et après, en termes de peut-être une menace, et là on prend plus de nouveau le point de vue de nos clients, c'est finalement la menace de voir les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs finaux, les institutions financières, etc., délaisser des solutions européennes pour des solutions ou des fournisseurs non européens. Comme je disais là tantôt, au final, c'est toujours une question de business case. Il y a une volonté de simplification, de rationalisation, d'aller vers de nouveaux business models chez nos clients. Et le nombre de schemes, le nombre de protocoles, etc., auxquels ils doivent faire face et qu'ils doivent maintenir, s'ils trouvent des alternatives qui vont leur offrir un chemin plus simple vers l'efficacité, François expliquait aussi, s'affranchir des contraintes techniques, etc., de pouvoir se concentrer sur l'innovation et la génération de valeur. Dans les discussions qu'on a avec nos clients, on sent clairement qu'il y a la maturité et potentiellement la volonté de faire ce genre de switch si l'opportunité se présente, comme on l'a vu avec des solutions de paiement et la dimension qu'un Stripe, par exemple, a pris, où on a pensé, par exemple, aussi à une société comme Riskified au niveau de la gestion de la fraude, et vu la prolifération de solutions et de fournisseurs sur le marché, on peut s'attendre à ce que ce genre de mouvement continue dans d'autres segments. Oui, alors je vais rebondir là-dessus parce que je vais m'adresser à Raphaël. Raphaël, toi qui te situe au niveau mondial, malgré tout, vous êtes une entreprise qui a ce caractère. Vous voyez bien qu'effectivement, il y a un certain nombre d'acteurs qui ne raisonnent que par les grands espaces de paiement, les grands volumes, l'économie d'échelle et des offres marketing qui se veulent extrêmement puissants, même si les coûts qui en résultent pour les acteurs, et ça c'est ce qui a été dit ce matin, même si les coûts en Europe sont très déportionnés mais à la baisse par rapport à ces coûts internationaux, et qui malgré des coûts qu'on va qualifier de prohibitifs, arrive à rentrer pratiquement sur beaucoup de marchés, y compris au niveau européen. Comment tu analyses justement, avec cette vision internationale, je crois que c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant, c'est la situation de l'Europe par rapport à ce marché international. Ce qui ne remet pas en cause la valeur ajoutée locale des systèmes existants, mais qui se situe dans le cadre de la logique internationale. Finalement, je pense que ce que tu viens de dire, c'est à nouveau cet enjeu de faire le lien entre l'Europe et l'international. Donc, je vais essayer de ne pas prononcer le mot interopérabilité, mais je vais reprononcer le mot one leg out. Bon, je ne suis pas banquier moi-même, comme vous le savez sans doute, mais j'ai quand même l'impression que c'est l'un des instruments qui pourrait potentiellement... dont l'Europe pourrait se doter et qui potentiellement pourrait permettre à l'industrie des paiements de justement reprendre la main et pas forcément une nouvelle fois trop dépendre de certains géants que tu évoquais. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, alors comment le dire
comment le dire gentiment, on va dire que les banques traditionnelles ne gagnent pas beaucoup de parts de marché sur les paiements internationaux de petite valeur. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et il faut que ces banques trouvent un moyen de le faire plus efficacement. Et ça tombe bien parce que d'une part, ça répond à un besoin pour avoir un nouveau départ de marché, mais ça répond également à certains objectifs, notamment des objectifs du G20. Donc, encore une fois, le One Leg Out n'est pas forcément la panacée, mais je pense que c'est quelque chose que les banques françaises, que les banques européennes doivent regarder avec beaucoup d'attention. Et pourquoi? Et ça, c'est pas quelque chose que je sors comme ça de nulle part. On parle avec pas mal de clients et assez récemment, une grande banque française m'a dit, et a dit d'ailleurs, parce que c'était une sorte d'atelier avec d'autres banques, a dit faites attention parce que si vous ne vous précipitez pas aussi, on va pas dire comme ça, si vous n'investissez pas vite sur cette notion de One Leg Out, il y a des acteurs qui savent faire ça depuis des années, très bien, qui ont l'habitude d'avoir des legs, des pattes dans pas mal de communautés locales. Et le jour où le fameux scheme de l'EPC qui permet de faire du One Leg Out arrivera au sein des banques européennes, ils seront vraiment prêts à vous prendre des parts de marché. Alors, moi, je répète, donc je ne sais pas du tout si cela est vrai, mais je pense que c'est un point de vue. On entend tous la même chose. Je pense que c'est un point de vue qui est très intéressant, et c'est la raison pour laquelle, avec un acteur qui n'est pas du tout loin de moi là en ce moment, on regarde cela assez sérieusement pour justement donner une option supplémentaire à ces paiements internationaux. Encore une fois, où les banques traditionnelles ne gagnent plus de parts de marché depuis maintenant un certain temps sur un marché qui lui est en pleine croissance justement. Donc c'est un peu inquiétant. Merci Raphaël pour ce point, puisque ça va finalement introduire notre dernière question, qui est une question assez pragmatique. Donc, on a un constat de défragmentation, de scénario de défragmentation, de perte de souveraineté, enfin en tout cas souveraineté pas achevée. On est à peu près d'accord sur le diagnostic et sur les risques qui sont attachés à ça. Donc maintenant, la question c'est concrètement, quelles solutions vous proposeriez pour renforcer la souveraineté européenne et arriver à un niveau d'unification du marché des paiements européens plus important? Donc je vais peut-être passer la parole à Thomas. It's a complex question, and I only have a short answer to this. Just consider the cost for not doing it. And I think that perfectly answers all the threats we have been discussing. I think what the question is really about is a call to action. It's about collaboration in the industry. It's about collaboration also with the regulators, because I think that's very important. It's about a question about the what and the how. So who does what? Allocation or correct allocation of tasks to the parties. It's all about perhaps also a question of timing. I think we have seen in the past how difficult it is to come up with initiatives to make them alive and to make them prosper in the market. It's also a question of governance. I think that needs to be discussed, and we are talking here about a pan-European setting. We're talking about different cultures. We talk about different ways to look at items. So governance for me is also one of the biggest problems to solve. But to make it a long story short, for me, it's really a call to action. At least this is what we see from our members. And when I say members, it's not only the banks. That's very clear. It's also the what we call the ecosystem partners. It's a talk about money. You can spend the euro only once. If you have your budget, you spend it on project 1, and you cannot spend it on project 2. The more you spend on regulatory initiatives, the less you can spend on innovation projects, which we should, or which the banking industry should spend the budget on to serve the customers. So for me, it's
call to action, collaboration, be open and think in all different directions. Très bien, merci. François, votre point de vue? I love your answer, Thomas. You need to join Nexo then, to give us some inputs there for this collaboration. Voilà. Nexo, c'est une association collaborative, ça c'est clair. Donc, oui, il faut absolument faire que les politiques, effectivement, nous amènent à une collaboration, on va dire, peut-être plus facile. D'accord ? Ils doivent huiler les rouages, mais aussi donner des rails sur lesquels, on va dire, s'appuyer pour faire qu'il n'y ait pas de velléité de dire « Ah, mais moi je veux faire un petit peu autrement » et qui va compliquer les choses. Donc voilà, c'est toute la difficulté du multiculturalisme de l'Europe. Il faut arriver à ce consensus, mais qui soit pas mou. Hein, il faut que les rails soient solides, les deux rails soient bien parallèles pour qu'on avance comme il faut. Parce que pour moi, très clairement, et on voit la tendance en ce moment, c'est que pour moi, je vais prendre depuis ma casquette de marchand, il y a une perte de souveraineté, d'accord, sur l'acceptation des moyens de paiement en Europe. En tout cas, c'est ce que j'observe. C'est toujours compliqué de piloter ces systèmes d'acceptation au niveau pan-européen. Il y a toujours, ça tire à droite, ça tire à gauche, et chacun voit à sa pelle. Et je peux comprendre les enjeux. Je veux dire, c'est pas une critique, c'est plus un constat. Mais je pense que c'est vraiment dans l'intérêt de tous, et je vais peut-être me répéter ici, il y a une question de survie pour toujours exister demain. Parce qu'aujourd'hui, on perd des parts de marché et on est toujours très fragmenté. Donc, il faut que les politiques donnent plus de poids sur leurs décisions, enfin les fassent appliquer. Alors, ça va contraindre encore les industriels, les grands processeurs, etc. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais je pense que c'est l'investissement nécessaire pour durer dans le temps et pérenniser, parce que aujourd'hui, pour moi, les actions que je vois, c'est plutôt du court-termiste, et en tout cas, c'est pas, je vois pas la tendance qui va dans le bon sens. Voilà. François, ce matin, Pierre-Antoine Vacheron disait si effectivement la carte basculer en standard sur les logiques ISO 20000 que vous représentez au niveau Nexo, on arriverait à faire une convergence avec EPI de la carte et de l'IP. Quel est ton sentiment par rapport à cette question ? Oui, mais alors je sais que EPI, Martina en parlait ce matin, c'était intéressant. Elle dit nous on a développé des API, etc. On a fait quelque chose. Alors, je vous avoue que je suis pas dans le détail de ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils ont fait peut-être très bien au demeurant. Mais je vais reprendre ma casquette simplement de marchand. J'ai aujourd'hui, on va dire, un terminal de paiement que tout le monde connaît. Demain, ce terminal, ce sera plus un terminal de paiement tel qu'on l'a connu. D'ailleurs, il est en train de devenir Android. C'est plus du Linux. Et Android, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut mettre plein d'applicatifs dessus, mais il faut les gérer. Et donc, EPI qui arrive, qu'est-ce que je vais faire avec mon matériel d'acceptation que j'ai aujourd'hui ? Est-ce que ça va être compatible ? Si c'est compatible, et si par hasard c'est Nexo compatible, c'est parfait. Si c'est l'ISO 20022, c'est même encore mieux, parce que mes processeurs bancaires auxquels je suis connecté, ils savent traiter de l'ISO 20022. C'est naturel. Donc il faut qu'il y ait cette collaboration. Pour reprendre le mot Thomas, elle est juste fondamentale. C'est un peu comme le mot secrétaire, un pour tous et tous pour un. Il faut s'unir pour encore exister demain, quoi. Donc, collaboration, un cadre plus affirmé. Régis, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, moi, pour reprendre le tiercé de la tête dans l'ordre, c'est la sécurité, à trouver un modèle économique, et ensuite l'innovation. Donc, on n'est peut-être pas dans le même ordre du tiercé que les marchands. Moi, je suis peut-être un banquier ou un ancien banquier rétrograde, mais voilà, il y a plein de cas d'usage. La multiplication des moyens de paiement, des rails de paiement, a tendance à faire qu'on ait une montée de plus en plus fin. Donc moi, ce que je vois dans la fragmentation, c'est aussi ça. C'est pas seulement la fragmentation des schemes, c'est la fragmentation des moyens de paiement, puis on rajoute un wallet, puis un autre truc, et in fine, on a de moins en moins de moyens pour avoir les économies d'échelle qui sont en fin de compte le présupposé de notre approche. Une fois que j'ai dit ça, si je regarde là où on est avec carte bancaire, on est au milieu du gué.
peut-être que carte bancaire a perdu une bataille, mais pour moi, ils n'ont pas perdu la guerre. Et donc, il y a l'empire contre-attaque entre guillemets. Et puis, bon, je suis pas complètement à l'aise avec cette forme de faire les frais de la destruction créatrice que tu pourrais appeler de tes vœux. Donc, nous, on va continuer à se battre pour faire que le scheme CB, avec la pertinence de ses coûts, la pertinence. Mais je veux pas qu'ils disparaissent. Je veux pas qu'ils disparaissent. Donc dans ce cas-là, on va continuer. Dans ce cas-là, on est aligné. Je veux surtout pas. Alors mon propos a été mal interprété, mais je veux surtout pas qu'ils disparaissent. Au contraire. Donc on va continuer à se battre pour qu'il soit une alternative crédible, forte, puissante d'un point de vue économique, grâce aux économies d'échelle qu'on a, et également grâce au scoring qu'on fait dans la lutte contre la fraude. Et puis quand je disais, on fait pas d'innovation, on fait quand même de l'intelligence artificielle et ce type de choses-là pour faire en sorte que voilà, on continue à avancer. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit côté ABE. Voilà, il y a le risque à faire, le risque à pas faire, et le coût à faire et le coût à pas faire. Donc on passe notre temps à base d'analyse de risque et de coût de regarder effectivement est-ce qu'il vaut mieux qu'on mette 10 millions dans du refactoring de quelque chose ou de repartir vers une grande inconnue. Ce qui est clair, c'est que de toutes les manières, le mot-clé de l'interopérabilité pan-européenne, on est tout à fait ouvert à l'affaire. Donc voilà, State is open for business, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, on n'aura pas l'arrogance, pour reprendre l'expression que j'avais tout à l'heure, de faire la liberté guidant le peuple et d'aller ni supplier ni forcer d'autres communautés à venir chez nous. Donc la collaboration, pour moi, ça reste le mot-clé. Et avec cette intervention gouvernementale ou supranationale, de la question de l'euro digital, est-ce que il viendra, par rapport à ce que je disais, affaiblir en créant un moyen supplémentaire au cas où, ou est-ce que c'est effectivement une solution d'unification et de défragmentation? Je ne sais pas. En tout cas, dans les deux cas, s'il vient pas, on continuera à travailler avec les schemes aujourd'hui qui font notre force, à la fois côté CEPA et côté carte. Et s'il vient, on est fermement décidé à contribuer à ce que la STET soit un des éléments moteurs de cette solution-là. Je voudrais juste réagir parce que je reviens là-dessus. Mon propos a priori aurait été mal interprété. Je veux surtout pas que CB disparaisse. On est bien clair là-dessus. Je tiens ni les schemes nationaux voisins. D'accord, parce que on amène de la compétition et je dirais d'un point de vue marchand, ça permet de choisir le meilleur des mondes possible. D'accord, je veux pas avoir du Pepsi Cola, Coca-Cola tout le temps. Ce serait dramatique. D'accord, on est là. Donc mais pour pouvoir traiter tous ces moyens de paiement alternatifs, demain l'euro digital qui va arriver, il faut que je puisse les accepter. Et je peux pas, très concrètement, sur un site marchand, que ce soit e-commerce ou en proximité, il faut que j'ai un moyen de rationaliser tous ces moyens de paiement. Et je veux continuer à accepter du CB. Je veux pouvoir le faire demain. Mais il faut me donner les moyens de continuer à faire. Si le traitement, je dis CB en particulier, mais par rapport à State, ça m'implique de faire des investissements, des efforts supplémentaires pour le faire rien que pour lui. Je vais faire mes calculs, je vais dire, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Et même si, comme je l'amène de mes voeux à dire non, il faut qu'on continue, mais à un moment donné, il y a les économiques qui parlent aussi côté marchand. Donc c'est pour ça. Donc il faut à un moment donné, la barrière technologique, c'est fini. Je veux dire, CB qui a développé FRV6 sur le base du CB 5.5, si je me trompe pas, et on corrigera si je dis des bêtises, d'accord? Très bien, ils ont fait quelque chose parce qu'il y a des assets en place, on peut comprendre, d'accord? Il en demeure pas moins que ça reste. Je veux dire, c'est une technologie qui a le mérite certes d'exister, mais qui ne permet pas de s'ouvrir. En tout cas, je veux dire, nous, Nexo, c'est pas uniquement de la carte, c'est tous les moyens de paiement. On a 14 groupes de travail. On travaille sur le paiement mobile, l'instant payment, pour l'intégrer dans notre standard ISO 20022, qui est la couche élémentaire pour faire des virements, des prélèvements en Europe. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'on a quelque chose qui existe, qui part d'ailleurs de l'Europe, qui est mis à disposition gratuitement pour ceux qui veulent accéder aux spécifications. Alors c'est clair, ça demande un investissement, comme je disais, mais tout est là pour bien faire. On a construit des choses. CB a collaboré de manière considérable pour faire ce standard Nexo. Ce qui est d'ailleurs assez incompréhensible, c'est que CB
n'est pas encore fait complètement ce switch-là. Nexo fait partie des panels de certification possibles encore. Et là encore, on pourrait débattre de ces problématiques d'ouverture à l'usage possible pour des marchands ou des processeurs. C'est très compliqué. Le ticket d'entrée est très compliqué. Et si on regarde les concurrents, le ticket d'entrée est beaucoup plus simple. Il n'y a pas d'agrément sur un terminal de paiement. C'est vous faites des tests de bout en bout, vous passez 40 tests, si c'est bon, hop, on vous ouvre les vannes. Et c'est là où ces concurrents, ils ont tout compris. C'est plus ils font passer de transactions dans les tuyaux, plus ils sont compétitifs et plus ils font d'argent. Et ils mettent pas de frein. Le frein technique, c'est terminé. Et les concurrents et les nouveaux moyens de paiement qui arrivent se sont affranchis de ces problèmes techniques. Tout de suite, ils mettent à disposition leurs solutions. Ils vont très très vite. Donc, on est dans une transition technologique où je vais faire référence alors son nom m'échappe, mais un chercheur universitaire qui a écrit un bouquin, The Offer You Can't Refuse, qui disait à partir des années 70, on est rentré dans l'ère de l'informatique. Et on va dire jusqu'à la période Covid 2020, l'informatique s'est développée et aujourd'hui tu as parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle pour mieux lutter contre la fraude, etc. Aujourd'hui, on est dans une phase où l'informatique est arrivée à maturité et elle change tous nos usages. D'accord, ne serait-ce que d'avoir le téléphone mobile dans la poche et d'être informé en instantané, de pouvoir maintenant payer avec, etc. C'est-à-dire la technologie est arrivée à un niveau de maturité que maintenant, la techno, pour faire quelque chose, c'est plus un frein, c'est tout de suite. Et c'est là où il faut qu'on intègre cet élément-là, c'est que nos systèmes cartes en France qui ont été construits depuis des décennies maintenant, ils ont le mérite d'exister, ils sont encore solides et robustes et ils s'améliorent, mais il faut maintenant intégrer, et c'est peut-être ça la difficulté, parce que ça demande aussi de l'argent, ces nouvelles technologies qui permettent de faire ce saut, ce pas, et de dire... Demain, non seulement je maintiens mon héritage et je le valorise toujours, et je peux intégrer de nouveaux composantes dans mon réseau. C'est ça. Alors, François, on a vu qu'il y a un certain nombre de drivers pour cette évolution européenne. Bon, on a évoqué la normalisation, on a évoqué les attentes de la clientèle. On a évoqué les menaces internationales. On a oublié juste un acteur qui sont les pouvoirs publics, qui ont une ambition et en termes de souveraineté et en termes de défragmentation, et qui ont un diable dans la poche qu'ils appellent la PCE, qui à un moment donné dit moi j'ai une solution de backup, voilà. Comment tous ces facteurs-là peuvent converger pour essayer et de répondre aux attentes des pouvoirs publics et en même temps de satisfaire les clients que tu rencontres et aussi les banquiers qui sont aujourd'hui, ou les industriels qui sont aujourd'hui les opérateurs de ces solutions. Comment on arrive à combiner ces facteurs? Je ne sais pas, Emmanuel, je ne sais pas si je peux te laisser répondre à celle-là au nom de Projective Group, parce que c'est pas du tout mon Ok, d'accord. Je pense que à travers les différents échanges qui ont eu lieu, il y a un élément qui ressort, en fait, c'est l'interopérabilité technique. Parce que l'interopérabilité technique, elle ouvre la concurrence, elle donne la possibilité aux effets d'échelle. Et donc, elle rend possible d'avoir un business model issu de la fin des barrières techniques. Donc ça, c'est un premier élément. Je pense que le deuxième élément qu'on voit, que vous semblez appeler tous de vos vœux, c'est d'avoir une forme de simplification dans la multiplicité des moyens de paiement, simplification réglementaire. Donc c'est un point qui a été abordé beaucoup ce matin. Pierre-Antoine Vacheron en a parlé aussi. Le fait qu'on semble avoir vécu une ère de réglementation assez intense, nécessaire, qui a créé des fondements qui étaient nécessaires, mais maintenant on atteint un stade où il faut calmer le jeu. En termes réglementaires, et donc
ce qui semble l'élément déterminant et ce qui a été évoqué dans cette table ronde, c'est l'évolution du cadre stratégique européen. François dit il faut un cadre affirmé, il faut des choses qui soient claires, des directives qui soient claires, et ça a été aussi évoqué ce matin dans les débats sur le cadre stratégique. Et je pense qu'il y a une forme de convergence entre cette idée de nouveau cadre stratégique européen et ce qu'appellent les acteurs de leur vœu, et ça serait effectivement d'avoir des orientations plus claires, plus affirmées, plus agressives peut-être, ou directives, et dans une logique de simplification. Alors, ce que je vous propose, on va un peu innover, on va donner chacun 1 minute, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a voulu, c'est ouvrir ce débat, et on l'a vu, il a eu lieu, très bien, merci, parce que on voit que c'est pas clair, et tout à l'heure, Michel reviendra, mais 1 minute à chacun pour dire, bon, voilà, on l'a bien compris, voilà, mais qu'est-ce qu'on en tire? Allez, tu commences. Donc oui, je pense, nous, le message qu'on voulait passer, c'est la base, et on a entendu le mot plusieurs fois, la standardisation. Ok, on est dans un monde qui est en train de converger vers ISO 20022, dans le transfrontière, etc. Ce qui est clé, et je le disais là tantôt, on voit nos clients aussi qui sont dans une logique maintenant de transformation interne pour faire d'ISO 20022 leurs normes en interne au niveau du data model, etc. qui est utilisé. Donc les acteurs, les participants, les institutions financières vont être prêtes. Faisons en sorte que toutes les solutions dans le futur soient basées sur le même dictionnaire, sur la même grammaire, en l'occurrence ISO 20022. Et en adressant cette base élémentaire, en s'affranchissant des contraintes techniques, etc., ou des frictions techniques, seulement comme ça qu'on peut regarder derrière à la création de meilleurs produits, de meilleures propositions, et finalement servir au mieux les intérêts des utilisateurs finaux. Bon, alors je ne sais pas quand ISO 2022 sera l'alpha et l'oméga des paiements. Pour l'instant, on avance. On a fait encore des migrations sur les formats XSD récemment. Moi, j'appelle de mes vœux, et comme ça a été fait, collaboration, interopérabilité, pour que voilà, on puisse trouver les couches technologiques qui permettront d'unifier les paiements, de simplifier la vie pour tout l'écosystème. Alors, 2 choses. Enfin, Emmanuel, tu avais un super mot de la fin. Je pense qu'on aurait pu arrêter là-dessus. Tu viens d'en faire un qui est très bien aussi. Donc grosse pression. Non, je dirais que de notre côté, peut-être aller dans les années à venir, si on considère un monde un peu idéal avec tout ce qu'on est en train de faire, et pour reprendre une partie des thématiques dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc encore une fois, j'ai toujours, c'est un peu forcé cette casquette internationale, mais c'est de faire en sorte que, et notamment avec le One Leg Out, entre autres, il puisse y avoir des paiements internationaux qui tendent vers l'instantanéité, le tout sans friction, notamment grâce à verification, confirmation of pays que nous avons tous envie de rendre interopérable au niveau européen. On a parlé un tout petit peu également de l'intelligence artificielle il y a quelques instants, et c'est vrai que voilà, la fraude la lutte contre la fraude est un élément très très important, et ce qu'on voit chez Swift, mais ce que vous faites déjà très largement depuis longtemps et très largement au niveau des cartes, au niveau des paiements locaux. Nous, voilà, on travaille énormément là-dessus avec un certain nombre d'ailleurs de banquiers ici présents sur la lutte contre la fraude au niveau du réseau Swift, au niveau international, avec bien sûr la couche IA nécessaire pour aller plus vite et mieux. Voilà, en quelques mots pour résumer ce que j'avais en tête lors de ce panel. Alors, Dear Full, You Can't Refuse, c'est de Peter Van Belleghem. J'ai pas d'action, mais c'est un livre fort intéressant pour ceux qui seraient curieux de le lire. Pour moi, l'ISO 20022, c'est la base de tous les échanges, je dirais monétaires, qui est en train de se mettre en place. Et je pense que si sur les virements et prélèvements, il y a plus de débat, on va dire sur la carte et les paiements alternatifs, etc. Je pense qu'il
Il faut aller vers l'ISO 20022 parce que je vais prendre l'ISO 8583 qui a le mérite d'exister. Quand il a été conçu, il ne savait pas qu'il y aurait du paiement sans contact main ou éventuellement qu'il faudrait véhiculer un IBAN. Ce que fait aujourd'hui très bien l'ISO 20022. Et puis, évidemment, je vous invite à rejoindre l'association Nexo Standard qui développe et publie les standards sur base ISO 20022 qui sont libres d'accès. Et je pense que c'est là, c'est européen d'abord. Donc, ce serait dommage de ne pas profiter de tout ce qui a été fait. Alors, je dis depuis 10 ans, mais c'est même plus, parce que ça existe. C'est là, c'est disponible. Et je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure en introduction, mais vous avez le JMEMOA en Afrique de l'Ouest, qui a donc lancé au 1er avril leur initiative pour prendre les standards Nexo, qui sont les standards ATM, TMS pour le paramétrage des terminaux de paiement, NexoKey pour l'interface protocolaire entre le terminal et l'acquéreur bancaire, et NexoRetailer pour connecter le terminal à éventuellement une caisse. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'ISO 20022 sur les points d'acceptation existent. Ils veulent l'étendre aussi sur le paiement mobile. C'est ce qu'on a aussi en Europe, c'est un défi européen. Donc les Africains sont en train de le faire. Donc moi, ce qui me ferait mal au cœur, c'est que nous, l'Europe, un peu comme pour la carte à puce, on a inventé la carte à puce. Je veux dire, on en a perdu quelque part la maîtrise, même si on a encore nos grands industriels, on les a vus ce matin avec Thales notamment. Mais on a quelque chose qu'on a inventé, qu'on a mis au point, et finalement, ce ne serait pas l'Europe qui risquerait d'en bénéficier largement. Ce serait vraiment dommage. Donc il y en a qui le font. Je dirais, c'est pas encore communément utilisé dans tous les pays. Il y a des grands marchands comme Total Energy qui le font. Je dirais, mais c'est regrettable qu'on n'arrive pas à profiter de ce qu'on a élaboré et qui est prêt, qui est là. Voilà. Well, we have talked about standardization. For me, the final word would perhaps be standardization of the standards is not enough. We should also try and standardize or at least achieve a joint understanding of what we do. So we should standardize and come to joint market practices. Or do not say business practices, but market practices. Everyone in the ecosystem should be aware of what a code means and when a code should be used. We all have the experience from the SEPA Direct Debit, where we had great standards, but everyone used the return codes in a totally different way. My final word is then a competition not on standards but on services. If that is not the case, we're still confused, but on a much higher level. I like it very much, yes. Merci à nos orateurs. On peut les applaudir.